une première idée élémentaire pour tous ceux qui nous savent et tous ceux qui nous écoutent, depuis l'Oise, l'Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. Je dis à Agnès pour qu'elle situe bien la géographie de notre région. Région qui a une relation avec l'immigration et l'intégration, une relation, si je puis dire, intime. S'il est des sujets qui revêtent une puissance particulière, la question de l'intégration ici en est une. Elle en est une dans la mesure où l'immigration représente une donnée extrêmement importante dans la démographie de cette région, et on estime à environ 5% de la population, c'est-à-dire à peu près 350 000 habitants, le nombre de ceux qui finalement ont une relation directe avec l'immigration d'une part, quelle qu'en soit la nature, je vais y revenir dans un instant, et l'intégration, l'insertion dans la société Hauts-de-France. Donc un sujet majeur par les flux qui sont en cause, et derrière le mot flux, il y a des hommes, des femmes et des enfants, le plus souvent. Et deuxièmement, un sujet majeur dans la mesure où la question de l'intégration est une question, je le dis pour les plus jeunes, éternelle, une question que j'ai toujours posée. L'histoire du XXe siècle de l'immigration dans le Nord, le Pas-de-Calais, pour prendre ces deux départements emblématiques de l'immigration en France, est là pour en témoigner, et pas seulement après la guerre de 14, mais aussi entre les deux guerres, après la Deuxième Guerre mondiale, et tout au long de la grande période de l'industrialisation. Donc c'est un sujet quantitativement majeur, c'est un sujet qualitativement essentiel, car l'échec de l'intégration représente en tout cas un danger potentiellement, sinon mortel, du moins un danger réel pour les démocraties, et sans faire de commentaires excessifs, très clairement, nous ne sommes pas sortis précisément de ce danger qui prévaut chez nous depuis maintenant 30 ans. Donc un enjeu sur lequel, à mon avis, auquel personne ne peut être indifférent, et votre présence nombreuse ici dans cette Zoom conférence en est une illustration, puisque je veux saluer tous les participants, toutes les participantes, qu'ils soient de la fonction publique de l'État, qu'ils soient issus des collectivités territoriales, élus ou fonctionnaires ou agents publics, sans oublier bien sûr tous les opérateurs de l'État, des collectivités territoriales, du monde du logement social qui s'est associé à nos travaux. Et vous représentez près d'une centaine de personnes associées à notre Zoom conférence. Parallèlement donc à cet enjeu puissant que représente l'intégration, je voulais insister sur la nécessité pour nous tous de nous organiser aujourd'hui dans un véritable réseau national et territorial. Je pense que appartient à une génération, et André Bouvet qui nous accueille dans son syllabe aujourd'hui, André et moi, on appartient à une génération pour qui l'intégration était une politique finalement un peu à part dans l'appareil public, puisque l'intégration, c'était l'affaire de l'OMI, de l'Office des migrations internationales de la grande époque, qu'on a bien connu, qui a fait, je pense à Nathalie Chaumette aussi, que je salue à bonne distance, à cause du Covid, et qui était un opérateur qui a fait un énorme travail, et dont le bras armé, si je puis dire, sur le plan immobilier, était les Sonacotra, était la Sonacotra. Et finalement, on avait des opérateurs, certes d'État, mais qui étaient quand même très indépendants de la puissance publique, et ils y tenaient par le statut d'établissement public. Aujourd'hui, on voit bien que cette atomisation, que cette satellisation de la politique d'intégration dans notre histoire, relayée sur le terrain par le monde associatif, qu'il soit d'ailleurs religieux ou laïque, aujourd'hui, cette atomisation, cet éclatement, cette satellisation, aujourd'hui est une organisation qui a peut-être eu ses heures de gloire dans les années 50, 60, 70,
mais qui aujourd'hui a incontestablement vécu. Et ce que nous représentons tous aujourd'hui, quel que soit notre statut, c'est précisément, avec à sa tête Agnès Fontana, c'est précisément la capacité que l'on a à mettre en place, à constituer, à organiser un réseau d'intégrationnistes, si je puis dire, dans notre territoire, l'État n'ayant pas, et loin s'en faut, le monopole dans ce domaine. Pour que les choses soient très claires, je veux dire, afficher une volonté, c'est très bien, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que cette volonté s'exprime, donc je l'ai dit, à travers un réseau et à travers des objectifs, et puis enfin, bien sûr, des résultats, car une politique publique sans résultat, c'est une politique publique qui est un petit peu fade. Donc, un réseau, je l'ai dit, qu'il est national, Madame Fontana le représente, il est régional, et à mes côtés, il y a le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de la jeunesse et sport et de la cohésion sociale, qui en sont les émanations les plus explicites. Et il y a, bien sûr, au niveau départemental, les référents, je vais y revenir dans un instant, et puis il y a les directions départementales de la cohésion sociale, qui font un travail tout à fait remarquable. Pour que les choses soient encore plus claires, on a veillé à la désignation dans chacun des départements d'un référent départemental. C'était indispensable et je veux les saluer ici à bonne distance. Il en est un que je connais plus que les autres, c'est bien sûr Nicolas Ventre, qui est le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord. Il y a Franck Boulangeon, qui est le secrétaire général adjoint du département du Pas-de-Calais. Il y a Jean-Philippe Georges, qui est le directeur départemental par intérim de la cohésion sociale de l'Oise. Il y a Monsieur Ramelet, qui est directeur départemental de la cohésion sociale de la Somme. Et enfin, il y a Madame William, qui est sous-préfète de Château-Thierry. Dans chacun des départements, on a donc mis en place un référent dont le métier, la mission, la responsabilité sera, sous l'égide bien sûr d'une animation régionale, sera de déployer des politiques d'intégration dans l'ensemble des territoires. Je pense que tant qu'on n'a pas de réseau nommé, explicité, on a de la peine bien sûr à s'y retrouver. Derrière ce réseau, il y a des objectifs, et c'est la lettre, c'est la directive régionale de 2019, que j'ai signée en 2019 après approbation de la Direction générale des étrangers en France, qui est une lettre qui avait été préparée par les équipes du SGAR de l'époque et qui a servi de feuille de route à chacun de nous. Cette feuille de route est ambitieuse, je vous invite à la lire, à la relire, à la décliner chacun pour ce qui vous concerne, mais elle est notre feuille de route aujourd'hui, elle sera soumise à évaluation, bien sûr, à partir de l'année prochaine, parce que je considère qu'au bout de 2 ans, une feuille de route comme celle-ci mérite d'être révisée. Donc, à vous, sur la base de votre expérience, de l'enrichir et de nous aider à nous perfectionner. Un réseau, des objectifs, troisièmement, une méthode de travail. Et cette méthode de travail, c'est la territorialisation de notre action. Sortons d'un déploiement qui soit non pas clandestin, mais qui soit un peu latéral, comme on l'a connu autrefois, et faisons de cette politique d'intégration une politique publique qui soit pleinement dans la lumière de l'action publique sur un territoire comme le nôtre. Et c'est pour ça que je salue un certain nombre d'initiatives, je ne vais pas toutes les citer, sinon je parlerai pendant 3 heures, mais je pense en particulier à tout ce qui a été déployé dans le département de l'Aisne à travers les 7 contrats territoriaux d'accueil qui ont été conclus. Je sais qu'une intervention portera là-dessus tout à l'heure, mais je salue celles et ceux, aussi bien du côté de l'État que du côté des collectivités territoriales, qui se sont engagés dans ce dispositif. Il est normal que l'État impulse, mais il est essentiel que localement, l'État trouve des correspondants qui, à travers le monde associatif communal, à travers le CCRS,
à travers des bénévoles, prennent en charge les publics dont nous parlons et veillent à leur intégration dans la société locale. Enfin, des résultats. Un réseau, des objectifs, une méthode, des résultats. Il n'y a pas de politique publique sans résultats. Une politique de public fondée sur les moyens, aujourd'hui, si ça a pu être à la mode dans les années 80-90, aujourd'hui, c'est une politique publique qui est condamnée à court terme. Parce que les moyens sont rares, une exigence dans le corps social, ce sont les résultats. Et les résultats, dans ce domaine qui est extrêmement sensible, il faut les faire connaître. D'abord en s'astreignant à communiquer sur un sujet comme celui-ci, on s'oblige à expliciter ce que nous faisons, à rendre lisible ce que nous faisons les uns et les autres. Et du coup, c'est aussi rendre hommage, et honneur, si je puis dire, à tous ces moines soldats de la République, qui sont souvent les oubliés de notre histoire et de notre actualité, et c'est surtout rendre hommage à celles et ceux pour qui nous travaillons. Mettre dans la lumière à travers une cérémonie comme cela se fait à Lille, et merci à Nicolas Ventre, merci à Daniel Barnier, à toutes ses équipes, à travers la soirée des prodiges, mettre à l'honneur une fois par an les 70-80 personnes qui représentent l'illustration de la fraternité française, c'est le meilleur exemple que nous pouvons rendre à ces politiques d'intégration. Organiser autour de Hope une politique, une mise en visibilité des actions qui ont été engagées, comme c'est le cas d'ailleurs dans un certain nombre de départements comme le Pas-de-Calais, eh bien c'est parfait, et c'est ce qu'il faut, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Donc, exiger, et c'est là-dessus que je terminerai, s'exiger, s'imposer à soi-même une ligne de communication, non pas pour être dans le journal, mais pour rendre visible l'action que nous conduisons, pour justifier devant notre tutelle les moyens que nous allons lui demander, d'ailleurs elle prend des notes. Troisièmement et surtout, pour rendre hommage à celles et à ceux pour qui nous travaillons, et enfin, pour faire taire tous les virus qui s'attaquent à la démocratie et qui considèrent que ce que nous faisons est temps perdu, parce qu'il faut observer vis-à-vis de ceux pour qui nous travaillons, eh bien, il faut observer le mépris qu'il convient d'observer pour ceux qui ne nous ressemblent pas. Alors, au nom d'une certaine idée de la démocratie, d'une certaine idée de la France et de la devise de la République, je vous exhorte, au-delà des moyens que l'on vous donne, de faire savoir ce que vous faites et de vous inculquer une culture de résultat sur un sujet qui, plus que tous les autres, le demande. Merci à vous tous, bon courage et bravo pour tout ce que vous faites, mais ce que vous faites n'est rien par rapport à ce que vous allez faire tout au long de l'année qui vient. Jesgard va veiller à piloter ça reine courte et pour faire en sorte que quand on se reverra avec Agnès dans quelques mois, et peut-être avec Claude Darcourt que vous aurez réussi à sortir de Paris, pour qu'il puisse toucher du doigt le talent considérable de la région des Hauts-de-France. Merci Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire Général pour votre aimable invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être à Lille aujourd'hui, surtout que les Hauts-de-France sont un territoire vraiment passionnant du point de vue de l'intégration des primo-arrivants. J'y reviendrai dans un instant. Un mot sur les priorités, les objectifs de la politique nationale de l'intégration cette année, et je viendrai ensuite à ce territoire pour montrer comment il s'inscrit pleinement dans ses priorités et ses objectifs. Les priorités de la politique de l'intégration pour 2020, beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, c'est d'abord l'accompagnement global et vers l'emploi des primo-arrivants sur les territoires. Puisque, comme vous le savez, le comité interministériel à l'intégration de 2018 a profondément rénové le CIR, qui est la première étape du parcours de l'intégration, avec ses formations civiques et linguistiques. C'est la brique essentielle, c'est le départ, mais la suite, l'emploi, elle se joue essentiellement sur les territoires parce qu'elle se joue
territorialement en fonction des atouts, des besoins, des jeux d'acteurs de chaque territoire. Donc un gros accent mis sur l'emploi au sens très large, qui peut être aussi le français langue professionnelle, qui peut être aussi la résolution des freins périphériques à l'emploi, qui empêchent les gens d'être en situation d'être employable, donc l'emploi au sens très large. C'était déjà une priorité en 2019. Nous avions fixé l'objectif élevé de 60% des crédits territoriaux pour l'emploi. Les préfets ont réussi à y consacrer 50%, qui est déjà une très très belle performance. Donc c'est un cap qu'il faut maintenir cette année. Par rapport à l'emploi, nous avons défini fin 2019 deux sous-axes de travail auxquels veiller particulièrement. Ce sont la reconnaissance des compétences professionnelles des étrangers d'une part, c'est l'accès à l'emploi des femmes primo-arrivantes d'autre part. La meilleure prise en compte des compétences des étrangers qu'ils ont pu acquérir dans leur pays d'origine grâce à des formations, mais aussi sur le tas, comme on dit, par l'expérience. Reconnaître ces compétences, c'est éviter le déclassement qui peut avoir des effets sociaux très préjudiciables. C'est aussi permettre aux entreprises de trouver des profils qu'elles recherchent et qu'elles peuvent ne pas trouver. Donc c'est un chantier auquel nous nous attelons au niveau national. C'est difficile au niveau national parce que la reconnaissance des qualifications relève d'acteurs très multiples qui n'ont pas de pilote national, et donc trouver le bon interlocuteur au niveau national, c'est difficile. Et donc on fait appel à vous au niveau territorial pour œuvrer aussi dans cette direction, parce qu'on se dit que au niveau des territoires, ça peut reposer sur moins d'acteurs, ça peut reposer sur des structures plus simples, sur des métiers qui sont plus identifiés comme étant en tension dans chaque territoire. Et donc, aller vers des dispositifs d'accompagnement dans les processus de reconnaissance des compétences qui sont très complexes, ça peut être un axe de travail intéressant au niveau territorial. Autre axe, l'encouragement de l'accès des femmes primo-arrivantes à l'emploi. Bien sûr, favoriser l'accès des femmes primo-arrivantes à l'emploi, c'est favoriser leur propre autonomie, c'est favoriser une meilleure maîtrise de la langue, c'est favoriser plus d'autonomie, ne serait-ce qu'au niveau financier, c'est favoriser aussi des relations sociales plus larges, et c'est aussi susciter une éducation de la seconde génération qui sera différente, avec des mères actives, avec des role models, comme on dit en anglais, féminins, qui soient plus prégnants. Et donc, c'est une politique à poursuivre, avec là aussi les réseaux locaux qui peuvent être en relation avec les femmes migrantes. Donc, première priorité pour cette année 2020, tout ce qui tourne autour de l'emploi. Deuxième priorité, l'évaluation. On est 2 ans après le comité interministériel à l'intégration, donc une certaine maturité, des actions qui très souvent se sont déployées avec succès. Le moment est venu de s'interroger sur la pertinence, l'efficacité, l'articulation et l'impact de ces politiques. Comme le disait très justement Monsieur le Préfet, c'est très important de pouvoir rendre compte des résultats positifs, mais aussi, au moins aussi important, identifier peut-être ce qui, au fond, ne sert à rien, ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, ce qu'on fait mais de façon pas optimale et qu'il faudrait faire différemment. Donc, l'évaluation, c'est un gros chantier de cette année 2020. Auquel nous nous sommes attelés sur 3 volets essentiels qui sont les parcours linguistiques et civiques, qui sont l'accompagnement à l'emploi dont je parlais tout à l'heure, et qui sont aussi les volets les actions spécifiques déployées au bénéfice des réfugiés. Monsieur le Préfet parlait du programme HOPE, qui est un très très beau programme pour les réfugiés. Il faut regarder ce qu'on fait pour les réfugiés et comment on pourrait le faire mieux. Un autre axe que nous avons depuis 2019, c'est le renforcement de la gouvernance territoriale, parce que, comme on le disait tout à l'heure, passer les premiers stades civiques et linguistiques, l'intégration se joue sur les territoires en fonction des spécificités de chaque territoire, d'où l'intérêt d'avoir une gouvernance locale bien structurée, bien dynamique, qui permette de mettre en relation les différents acteurs. Monsieur le Préfet rappelait qu'ils sont multiples, qu'ils peuvent être éparpillés, les mettre dans un bon alignement, partager les priorités et surtout s'articuler pour dessiner des parcours cohérents au bénéfice de nos primo-arrivants, faire que tout le monde se parle pour que les choses s'enchaînent.
pour que, après le CIR, les personnes puissent embrayer avec efficacité sur les actions locales, faire que chaque initiative territoriale trouve bien son public, c'est tout l'enjeu du sourcing, comme on aime dire en bon français. Tout ça, c'est l'enjeu d'avoir une bonne gouvernance locale et d'employer efficacement les crédits qui ont été déployés au niveau territorial. C'est environ 33 millions d'euros en 2020, plus une enveloppe de 5 millions d'euros pour les actions avec les collectivités. Donc c'est important pour bien absorber tout ça, d'avoir une bonne gouvernance territoriale. Et puis enfin, Monsieur le Préfet en a parlé aussi, l'implication des collectivités territoriales. L'intégration est une politique de l'État, mais il serait dommage de faire l'impasse sur l'implication et sur les compétences importantes dont disposent les collectivités à cet égard, et aussi parce que les collectivités savent faire des actions globales, savent être des couteaux suisses et intervenir sur plusieurs aspects en même temps, l'emploi et la mobilité, l'emploi et la santé. Les collectivités locales savent intervenir de façon plurielle, de façon multiple sur leur public qu'elles connaissent bien, et donc c'est important de susciter, chacun dans le respect de ses compétences, l'implication des collectivités territoriales. Donc voilà un panorama très rapide de nos priorités pour 2020, et je voudrais dire qu'au regard de ces priorités, les Hauts-de-France apparaissent comme un territoire à bien des égards exemplaire. C'est bien. En effet, les Hauts-de-France ont su s'engager pleinement dans ces différentes priorités. Le nombre de signatures des contrats d'intégration républicaine dans les Hauts-de-France est substantiel, et surtout, il est en augmentation. C'est important parce que on a veillé avec inquiétude au niveau central à ce qu'on a appelé les fuites du CIR, c'est-à-dire un nombre de signatures de CIR qui est sensiblement inférieur à la délivrance de titres donnant lieu à CIR. Or, à cet égard, on a vu avec satisfaction que le nombre de CIR était en augmentation dans les Hauts-de-France en 2019, puisqu'on a été à plus 13,7%, donc ce qui implique que ce nombre de fuites du CIR soit en réduction. Une gouvernance structurée, les Hauts-de-France ont répondu à l'appel, et le COPIL d'aujourd'hui en est une preuve, puisqu'il y a des COPIL régionaux, Monsieur le Préfet disait que c'était le deuxième, il y a des COPIL départementaux, il y a une implication dynamique des référents départementaux dont Monsieur le Préfet a rappelé la nomination et l'implication. Il y a une feuille de route régionale qui est substantielle, avec pas moins de 26 objectifs qui sont définis avec pertinence au égard aux enjeux territoriaux. La volonté d'évaluation, les Hauts-de-France s'y sont engagés pleinement, ils l'ont même devancé, puisque un diagnostic a été établi à l'échelon régional avec l'appui du RECI pour optimiser les crédits mis à la disposition de l'échelon régional. Des diagnostics territoriaux ont été également engagés, je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Et puis, les Hauts-de-France ont aussi été dynamiques sur le front des projets en partenariat avec les collectivités. Vous le rappeliez, Monsieur le Préfet, pas moins de 7 projets ont été définis dans le département de l'Aisne en 2019, et on les voit se renouveler et progresser en 2020 avec des projets sur Essonne, sur Sissom, sur Nantes, peut-être sur Hirson aussi, que j'ai fait passer. Donc, un territoire qui s'est pleinement approprié de façon dynamique les objectifs de la politique de l'intégration. Et donc, je suis heureuse de dire ou de confirmer à ceux qui le savent déjà que dans ces grandes évaluations que nous allons lancer au niveau national à partir de ce milieu d'année, eh bien, les Hauts-de-France vont être l'un des territoires sur lequel un focus va être fait, sur lequel les inspections générales et les cabinets d'audit que nous avons sélectionnés vont se rendre. Et donc, il y aura de l'évaluation sur le niveau civique, sur le niveau linguistique. Je sais que avoir une évaluation sur le niveau linguistique, c'est une préoccupation de ce territoire, et donc ça va être fait, puisque donc les Hauts-de-France vont être l'un des territoires choisis pour illustrer comment les niveaux s'emboîtent. Donc, je vois que l'ordre du jour aujourd'hui est substantiel, avec le compte-rendu d'ateliers qui ont été conduits, et donc c'est avec impatience et intérêt que j'attends d'entendre les échanges qui vont avoir lieu lors de ce COPIL. Donc encore merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour votre invitation et pour l'introduction pleine de sens que vous avez faite à ce COPIL, et donc je viens renouveler l'intérêt que l'échelon central porte à la politique d'intégration qui est conduite dans les Hauts-de-France, et aux actions innovantes qui y sont conduites. Et je remercie aussi tous les participants
Et ils sont nombreux, on les a vus sur l'écran, qui participent à ce COPIL et qui illustrent le dynamisme de cette politique à l'échelon des Hauts-de-France. Muriel Maffesoli, donc je représente mes collègues du réseau Récit. Je vais faire une petite présentation rapide du réseau. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous voir les unes et les uns et les autres, puisqu'en fait on va être amené à animer les ateliers et on pourra, lors de la restitution des ateliers, vous présenter les différentes structures. Donc effectivement, simplement avant de dire un mot sur le réseau Récit, nous avons un financement national de l'ADAN qui nous a amené il y a maintenant 2 ans de proposer à l'ADAN de venir en appui des différentes régions françaises pour proposer une approche autour du parcours d'intégration et venir épauler du coup les régions qui le souhaitaient pour pouvoir animer un temps dédié ponctuellement. Voilà, c'est dans ce cadre-là que ça s'inscrit. Alors, qu'est-ce que le réseau Récit ? Le réseau Récit est une association qui est née en 2005. Notre mission, à partir de 5 structures régionales qui ont des fonctions dans les domaines de l'immigration, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations, c'est en fait, on a fait le pari de se dire que sur cette politique en particulier, donc depuis 2005, il y a un enjeu de produire des ressources pour aider à la compréhension et à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc nous, on n'est pas directement des acteurs de terrain à l'échelon national, sur nos territoires, puisqu'on couvre le territoire national en partie, on peut avoir différentes missions. On a des collègues qui sont beaucoup plus dans l'accès au droit, la question linguistique, etc. Et d'autres, comme l'IREF, que vous connaissez certainement mieux, puisque c'est le local de l'étape, on va dire, et nous-mêmes, au niveau de l'ORIV, on a plus des fonctions ressources globales. Donc, voilà la raison pour rapidement la présentation du réseau Récit. Alors tout à l'heure, et Monsieur le Préfet et Madame Fontana ont évoqué les enjeux d'intégration, la contractualisation par le CIR qui existe maintenant. Et c'est vrai qu'il y a une notion qui structure l'ensemble de la politique publique d'intégration actuellement, c'est cette notion de parcours d'intégration. Finalement, quand on regarde, cette notion n'est pas si récente que ça, mais elle a eu une évolution très concrète sur les dernières années. En novembre 2001, d'ailleurs c'était un des derniers rapports du Haut Conseil à l'intégration, le HCI, ce qu'on appelle le HCI, a produit un rapport sur les parcours d'intégration qui l'a amené à mettre en avant le fait que si jusque-là, les choses se faisaient de manière plus ou moins spontanée en termes de parcours d'intégration, il y avait un besoin de plus en plus évident de mobiliser les dispositifs publics en faveur des personnes qui arrivent, donc primo-arrivants, dans ce cadre de ce parcours d'intégration. Alors, il ne s'agit pas ici de revenir sur la complexité du parcours parce qu'on n'en a pas le temps, mais l'idée majeure qui était derrière cet enjeu, c'est la notion d'accompagnement et l'inscription dans la durée. Donc, c'est vraiment un point qui est important à souligner. Faut aussi dire finalement que si au début ce parcours a été fortement centré sur la dimension linguistique et les valeurs de la République, peu à peu, en fait, la dimension d'insertion économique est devenue de plus en plus présente. Et c'est vrai que du coup, la proposition des ateliers que nous vous avons fait pour tout à l'heure renvoie à ces différentes dimensions en rajoutant la question de l'accès au droit et la question de l'approche globale et du logement, qui en particulier, on le verra tout à l'heure dans la présentation qui est faite du panorama régional, prend une dimension particulière pour les personnes réfugiées. On s'est dit que cette notion de parcours d'intégration, elle s'inscrit quand même dans une réflexion plus globale sur la notion de parcours dans les politiques publiques, puisque en fait, il n'y a pas que dans le domaine de l'intégration où on pense cette question en termes de parcours. La notion de parcours a un vrai succès, entre guillemets, aujourd'hui dans les politiques publiques. Et finalement, il y a peut-être à aller regarder quelles sont les conditions qui permettent ce parcours. Alors, il y a 2 types d'approches quand on travaille sur les conditions. Soit on est du côté des personnes elles-mêmes qui arrivent, puisque effectivement, il faut que les personnes qu'on propose de s'inscrire dans un parcours souhaitent s'y impliquer, mais il faut
bien évidemment que les conditions soient requises pour permettre ce parcours. Donc c'est cette partie-là qu'on va regarder ensemble, plus particulièrement, sachant qu'on pourra avoir un troisième volet qui n'est pas forcément abordé directement ici, mais on pourra peut-être en discuter dans les ateliers, c'est l'acceptation de la société en général par rapport à ces personnes qui arrivent et à leur parcours. Encore un point sur la notion de parcours qui nous semble important, c'est que des fois quand on parle de parcours, on a l'impression qu'en fait on va avoir un point A et arriver à un point B. On se rend compte au quotidien que les parcours ne sont pas linéaires et qu'il peut y avoir des allers-retours, etc. Et qu'on a cette notion de durée qui est un élément extrêmement important. Et l'autre point qui va intervenir dans la notion de parcours, c'est la pluralité des acteurs, puisque le parcours va mobiliser différents domaines. Et du coup, ça, c'est un élément fort du travail et aussi qui a guidé finalement cette démarche. Ce qui a guidé la démarche qui est celle d'aujourd'hui autour de cette idée de coopération entre les acteurs et les territoires. Au niveau des modes d'intervention qui nous semblent importants quand on regarde la notion de parcours, il y a la question de renforcer la qualité de l'information, parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans des logiques de parcours ou politique publique si on n'a pas de l'info, diagnostiquer les situations pour mieux orienter, s'inscrire dans des logiques d'orientation, parce qu'il faut aussi l'accepter, reconnaître, professionnaliser la fonction d'accompagnement, développer la coordination entre tous les acteurs, former et informer les acteurs pour qu'ils soient le mieux outillés pour agir, et identifier les ressources disponibles pour que tout ça puisse fonctionner au mieux. Partant de ce constat, au niveau du réseau Récit, on a été amené à faire une analyse de la politique territoriale d'accueil et d'accompagnement, en particulier sur 3 régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, excusez-moi, Nouvelle-Occitanie et Grand Est. Alors, on avait choisi ces 3 régions-là parce que nous sommes parmi les 5 membres du réseau Récit, 3 particulièrement impliqués sur ces régions. Et à partir de là, on a produit une note qui nous a permis d'identifier 4 enjeux que je vais rapidement décliner. Je tiens à préciser que ces 4 enjeux, en fait, il n'y a pas de priorisation. Pour nous, les 4 sont à mobiliser en même temps, d'où, je le redis, cette importance du travail de coopération et en commun. Alors, le premier, entre guillemets, dans l'ordre de présentation, mais je le redis, hein, on met tout sur la même échelle, c'est l'idée de construire une analyse partagée. Alors, la notion de diagnostic, elle n'est pas nouvelle, bon, voilà. Mais souvent, en fait, l'analyse se limite, entre guillemets, à une approche quantitative. Au vu des analyses qu'on peut faire et de la pratique, on propose d'aller un petit peu plus loin et d'avoir des diagnostics où la dimension qualitative peut être également mise en avant, y compris en intégrant le point de vue des acteurs, donc de vous tous, hein, et aussi des bénéficiaires de cette politique publique. Parfois, il peut être pertinent aussi d'interroger l'échelle territoriale du diagnostic. Tout à l'heure, on va avoir un panorama à l'échelon régional. Il peut y avoir un diagnostic régional, mais aussi des approches plus locales, puisque en fait, un des enjeux des diagnostics aussi, c'est l'identification du système d'acteurs. Parce qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre les choses si on n'a pas identifié ces acteurs. Alors, ceux qui sont dédiés, on va dire, à la politique d'intégration, il y a le BOT 104, mais aussi ceux, finalement, qui sont ce qu'on appelle le droit commun. On verra d'ailleurs que, par exemple, dans le champ du logement, ils sont particulièrement actifs. Bien évidemment, mais ça, c'est tout diagnostic, identifier les limites et les fragilités, mais aussi les leviers. Deuxième volet qui nous paraît central dans cette approche par les parcours, c'est la question de l'accompagnement des primo-arrivants. Pour assurer un accompagnement optimisé, là aussi, on vous propose 2 angles d'approche. D'une part, du côté des bénéficiaires, et là, c'est l'enjeu de l'information. Là, c'est disposer de lieux qui vont permettre l'accès à l'information. Alors, on peut avoir des lieux dédiés, comme les points d'orientation et d'information qui existent dans certaines régions, notamment plutôt dans le sud de la France en particulier. Mais ça peut être aussi des lieux d'information et d'accès à l'information dans des lieux de droit commun, j'allais dire. Par contre, pour nous, il y a 2 points de vigilance importants. C'est que les logiques de dématérialisation renforcées actuellement
nous interpelle pas mal, puisque une partie des publics qui sont concernés comme étant primo-arrivants, finalement, peuvent se trouver encore plus en difficulté par rapport à cette question de dématérialisation. Il est intéressant, par exemple, de regarder ce qui s'est passé pendant la période de confinement. Très rapidement, y compris l'ADN, a mis en place des textes qui vont permettre d'accéder aux droits, parce que le deuxième volet, c'est la question de l'interprétariat, de permettre à toute personne d'accéder à l'information, à une information, j'allais dire, juste, et une démarche équitable. Et donc, vraiment, notre souci sur ce volet, en direction des bénéficiaires, c'est d'une part la question de dématérialisation qui nous interpelle et promouvoir l'interprétariat professionnel, y compris dans les structures de droit commun, pour permettre vraiment l'accès à l'information étant derrière un accès au droit. Sur le deuxième volet de l'information, c'est que c'est aussi un enjeu pour les parties prenantes du parcours. C'est permettre par exemple que les collectivités puissent avoir les informations et renforcer leur implication dans les parcours. Alors, vous l'avez évoqué, Monsieur le Préfet, précédemment, et Madame Fontana l'a relayé. Dans l'Aisne, il y a une démarche assez exemplaire au niveau de 7 communes au total. Pour venir d'une autre région où c'est beaucoup moins actif, je pense qu'effectivement, il y a là un levier à développer et à poursuivre. Les comités de pilotage, comme nous l'avons aujourd'hui, permettent d'associer les différents acteurs et à un moment donné dans une année, de pouvoir redonner la feuille de route collective. Et puis, bien évidemment, construire des partenariats au niveau des acteurs de droit commun. Les deux derniers volets que nous souhaitons vous présenter, c'est l'importance du travail au réseau. Alors, c'est à la fois très bateau comme remarque et à la fois très compliqué à mettre en place. Le travail en réseau, ça ne se décrète pas. En fait, il faut avoir quelqu'un qui l'impulse, qui l'initie, qui arrive à le faire vivre dans la durée. Parce que notre quotidien, étant nous-mêmes, enfin en tout cas en ce qui me concerne, responsables associatifs, on peut aussi être dans nos propres contraintes, voire parfois dans des logiques concurrentielles liées aux appels à projets. Donc c'est vraiment un enjeu, travailler la fonction de réseau, c'est construire des temps d'échange, se donner des objectifs en commun qui prennent sens pour les différentes structures, quelle que soit leur place dans le système d'acteurs, c'est aussi renforcer finalement la formation et la qualification. Alors, il ne s'agirait pas ici pour nous de prétendre que les acteurs ne sont pas qualifiés, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une nécessité à renforcer ce travail-là, à inventer d'autres formes de travail avec les personnes qui arrivent par rapport à leur propre parcours, mais aussi par rapport à notre environnement, hein, comme on a pu le voir là aussi pendant la période de confinement. L'autre aspect, c'est que la législation dans ce domaine du droit des étrangers évoluant très vite, il y a vraiment un enjeu clé là-dessus. Et dernier point, je crois que Madame Fontana l'évoquait vers la fin de son intervention, c'est l'importance des outils d'évaluation que nous sommes capables individuellement et collectivement nous donner pour pouvoir voir si finalement on avance dans ces parcours dans le bon sens et tenir compte dans ces parcours d'évaluation, enfin dans ces approches en termes d'évaluation des bénéficiaires eux-mêmes de l'action. Dernier point, alors qui est très cher à nous au niveau du réseau Récit, hein, c'est la question de la mobilisation des ressources. Vraiment penser à s'appuyer sur des structures qui assurent des fonctions ressources. Alors certains d'entre nous sont des centres de ressources, mais d'autres, et sur votre territoire, développent des fonctions ressources à différents niveaux. Donc, comment en fait les optimiser, les utiliser au meilleur, à la hauteur de ce qu'ils peuvent produire. Et donc, l'idée de cette ressource, hein, c'est produire de la connaissance partagée au service des autres, développer des outils, permettre la coordination et bien évidemment la professionnalisation. Bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, avant de laisser la parole à Charlotte Duflot pour la suite de la présentation, Charlotte qui
qui est cheville ouvrière ici avec Vincent Le Lyonnais et Déborah Angélique qui va prendre en main ces dossiers depuis 2 jours, qui les a pris en main depuis 2 jours. Juste quelques mots effectivement sur l'objectif de ce comité qui intervient 1 an après une structuration forte de cette politique dans la région. Alors, une politique qui, bien évidemment, n'a pas attendu ces différents éléments fondateurs pour exister. Mais en tout cas, c'est important, me semble-t-il, qu'on puisse se retrouver et ça me semblait important, malgré les conditions sanitaires et donc dans des conditions un peu originales, qu'on puisse se retrouver effectivement 1 an finalement après quelques grandes échéances, c'est-à-dire ce premier COPIL, ce COPIL d'installation, cette feuille de route régionale et la démarche d'actualisation du schéma régional d'accueil. On est donc dans une année de structuration et une année sur laquelle, parce que la politique publique doit aller vite et produire des résultats vite, on l'a entendu tout à l'heure, 1 an, dans cette année de structuration, il faut déjà qu'on intègre, même la directrice nous l'a rappelé, monsieur le préfet nous l'a rappelé, des éléments d'évaluation. Et tout simplement parce que le temps où on faisait des plans quinquennaux, et puis à la fin des 5 ans, on évaluait pour se pencher sur la question d'un nouveau plan quinquennal, ne correspond plus aux évolutions de la société. Et donc cette question d'évaluation, elle doit être finalement conduite quasiment en même temps que l'action, en évaluation un peu continue, et je pense que c'est une des fonctions de ce comité. D'abord, sa première fonction, c'est de permettre l'échange et la connaissance réciproque sur la richesse des actions qui sont conduites, conduire cette évaluation un petit peu en continu, et puis pourquoi pas, parce que c'est pas parce qu'une feuille de route est établie pour plusieurs années que ça empêche de l'adapter, de l'amender, de l'enrichir en fonction des constats qu'on fait. Et je pense que c'est l'objectif collectif qu'on doit pouvoir se fixer aujourd'hui. Donc moi, j'ai un peu une exigence et une offre en quelque sorte. L'exigence, c'est que les échanges soient les plus ouverts possibles et je dirais on est entre nous, donc il faut vraiment que ces échanges soient les plus francs possibles pour permettre à chacun de voir comment on doit faire évoluer ce qu'on avait prévu de réaliser. Et puis l'offre, c'est évidemment que le niveau régional, le SGAR que j'ai le plaisir d'animer, et qui n'est pas dans la mise en œuvre de cette politique, c'est vous qui la faites vivre au quotidien, en tout cas que vous sachiez nous trouver lorsqu'il y a un besoin de mise en réseau, de ressources, d'animation. Enfin, on est vraiment là pour cela, et moi je tiens à ce que nos relations soient vraiment complètement dans les deux sens, à la fois dans une logique de pilotage qu'on assume parce que le préfet de région rend des comptes sur le pilotage de cette politique, mais également je vis notre action comme quelque chose qui relève de la mutualisation à chaque fois qu'elle est utile, à chaque fois qu'il est utile de raisonner au-delà des limites d'un département. Et donc, on est là pour vous fournir les outils qui doivent vous permettre de mieux travailler ensemble. Bonjour à tous. Donc, la présentation sera faite à plusieurs voix avec Jawad Amir de l'OFI de Lille. Donc, tout d'abord, je vais vous faire un portrait qui sont les immigrés en Hauts-de-France. Comme le disait le préfet, les Hauts-de-France sont une terre d'immigration. Donc, environ 5,5% de la population des Hauts-de-France en 2017. Donc, environ 320 000 personnes. Donc, en ce qui concerne les chiffres, les nationalités qui sont les plus représentées en 2019 sont la nationalité marocaine pour 17%, algérienne pour 12% et tunisienne pour 5%. 47% des personnes qui ont entamé un parcours d'intégration et 53% étaient des hommes et 47% des femmes en 2019, et une population majoritairement jeune puisque 63% ont entre 26 et 45 ans. Donc, je vais laisser la parole à Jawad Amir qui va vous présenter justement la prise en charge dès que ces personnes arrivent sur notre territoire par l'Office français
de l'intégration, de l'immigration et de l'intégration. Ouais, merci beaucoup, Madame, Messieurs, bonjour. Donc sur le CIR, beaucoup de personnes connaissent le contrat d'intégration républicaine qui a beaucoup évolué et particulièrement depuis l'année dernière. Comme disaient mes collègues, l'immigration en Hauts-de-France est essentiellement l'immigration familiale, pour 75%. Et donc ces personnes sont amenées à signer ce CIR dès l'entrée au séjour en France. Alors ce CIR, la pièce maîtresse de l'intégration, j'ai envie de dire surtout la pièce initiale, hein, comme ça a été rappelé, puisqu'on ne fait pas tout, hein, bien sûr, dans l'intégration. Les acteurs locaux présents témoignent du travail à faire à la sortie du CIR, mais le CIR, c'est quand même, j'ai envie de dire, la pièce maîtresse dans le sens où forcément des formations civiques et citoyennes sont prescrites aux primo-arrivants. Hein. Il y avait une journée de formation civique initialement. On est à 4 journées de formation civique et citoyenne. C'est très important pour la connaissance, comme disait Monsieur le Préfet, des symboles et valeurs de la République et aussi connaître l'environnement dans lequel les primo-arrivants vont évoluer. La formation linguistique aussi, pièce maîtresse du contrat d'accueil d'intégration républicaine. Alors vous m'excuserez pour la partielle incompétence puisque je suis directeur uniquement du Nord-Pas-de-Calais, hein, mon collègue est en embuscade, hein, bien sûr, de Picardie, M. Galimard, mais uniquement pour le Nord, c'est quand même 400 000 heures de formation pour l'année précédente, de formation linguistique, soit à peu près 2 millions d'euros, c'est quand même pas rien, avec à la clé des certifications hein, qui montent en puissance. Donc forcément ces formations linguistiques hein, qui doivent continuer par la suite hein, puisqu'on prescrit le niveau légal demandé à le niveau A1 et chacun d'entre vous sait très bien qu'avec le niveau A1 on ne peut pas forcément travailler. On prescrit, on a la possibilité forcément de faire des parcours de niveau A2 pour les étrangers qui le souhaitent, voire B1 également si toujours les étrangers souhaitent continuer cette formation. Donc un premier parcours de formation linguistique intéressant, vu que les migrants le suivent. Seul le niveau 1, si vous voulez, est obligatoire. Bien sûr, le niveau B1 est beaucoup plus intéressant, vous le savez tous, hein, pour l'intégration professionnelle et aussi maintenant la naturalisation, comme vous le savez. Voilà pour, j'ai envie de dire, pour le CIR. Alors le CIR, il existe hein, depuis 2007, je ne vais pas rebalayer hein, le CIR, ça veut dire que depuis 2004, c'est obligatoire depuis 2007, donc depuis pas mal d'années, hein, les primo-arrivants bénéficient hein, de formations linguistiques, donc une coordination, comme ça a été proposé, du point de vue de l'opérateur de l'État sur la politique de l'intégration est nécessaire, puisqu'on sait, comme je vous disais, que l'intégration ne s'arrête pas à la sortie des formations civiques et linguistiques de l'Office. C'est avec l'ensemble des acteurs, bien sûr, que l'établissement que je représente et que mon collègue représente en Picardie, c'est avec l'ensemble des acteurs que nous devons travailler et qu'on a commencé d'ailleurs à travailler, hein, donc forcément avec le SGAR, avec Charlotte, et le secrétaire général adjoint, M. Banque, qui anime forcément le dispositif d'intégration au niveau départemental. On l'aura compris, les primo-arrivants en région Hauts-de-France, c'est 29 000 personnes qui sont accueillies sur les plateformes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'Amiens et de Lille pour un entretien personnalisé avec un auditeur de l'Office. Et donc, voilà, ça va conduire à la cette signature du CIR, donc, qui a été réformée. M. Belmire vient de nous en parler. Simplement, pour avoir voilà, quelques données sur les primo-arrivants en Hauts-de-France, en 2019, les primo-arrivants, c'est à 57% des personnes qui sont présentes en France au titre des liens personnels et familiaux. Donc, ils sont là sur un système de regroupement plutôt familial et on a 27% qui sont des bénéficiaires d'une protection internationale ou protection subsidiaire, donc voilà, plutôt des réfugiés.
voilà, ça donne aussi une idée un peu des masses. Donc, parce que souvent, on parle beaucoup des réfugiés, on parle beaucoup de l'intégration des réfugiés, et évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais il ne faut pas aussi occulter toutes ces personnes qui voilà, arrivent sur notre territoire et qui ont besoin aussi de s'intégrer, mais qui n'ont pas une protection internationale. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on parle vraiment globalement de primo-arrivants, même si évidemment, les réfugiés ont des besoins spécifiques. Le CIR, ça donne les clés de la compréhension de la société française, ça permet d'initier le parcours d'intégration. Dans un certain nombre de cas, les enseignements du CIR y permettent une intégration voilà, effective dans le processus d'intégration voilà, dans la société française. Toutefois, pour d'autres personnes, les enseignements du contrat, ils apparaissent comme insuffisants pour parvenir à une intégration voilà, qui soit satisfaisante, et il importe alors au territoire de proposer des outils qui permettent aux personnes de progresser dans ce parcours d'intégration. Donc, il y a des projets qui sont pilotés au niveau national et il y a des projets qui sont plutôt pilotés au niveau local, souvent grâce aux financements voilà, qui nous sont alloués par le niveau national et on nous en sommes évidemment reconnaissants. Donc, il y a des appels à projets chaque année qui sont pilotés donc, par la direction de l'accompagnement, de l'accès à la nationalité et par la direction de l'asile, mais il y a également des programmes spécifiques, comme le programme HOPE, qui a été mentionné par le préfet de région et par Madame la directrice Agnès Fontana, qui propose aux réfugiés des formations. Donc voilà, là, du coup, HOPE, on est sur le public réfugié, donc focus réfugié. Voilà, une formation en langue à visée professionnelle, une formation professionnelle, un hébergement. Donc voilà, tout ça, c'est piloté au niveau national, mais animé au niveau local. Il y a également d'autres dispositifs comme le plan d'investissement dans les compétences, là toujours sur le public réfugié, qui a permis une sélection de plusieurs projets en faveur de l'intégration de ces réfugiés. Donc en Hauts-de-France, on a actuellement 2 projets qui sont en cours de déploiement. On espère à terme voilà, être bénéficiaire de davantage de projets. Il y en a 2 normalement qui devraient également peut-être débuter dans les années à venir. Donc actuellement, on a le projet Mercure, qui est porté par Cooptalia, et le projet de plateforme d'intégration du Douaisis, qui est porté par la Croix-Rouge, même si évidemment, voilà, souvent ce sont des consortiums. Il y a d'autres associations qui interviennent en même temps, mais voilà, j'ai nommé le porteur de projet principal. Donc voilà, ça c'est le niveau national, ce qui est piloté au niveau national. Et ensuite, il y a les projets qui sont pilotés au niveau local, qui émergent des territoires et qui sont construits au niveau départemental ou au niveau régional. Oui, donc par exemple, au niveau local, les services de l'État travaillent en concertation, notamment avec les bailleurs sociaux, pour favoriser l'intégration par le logement des primo-arrivants. Donc en 2019, 1129 logements ont été mobilisés en région en faveur des réfugiés. Et au 31 juillet 2020, 420 logements ont d'ores et déjà été attribués à 874 réfugiés. Donc, les services se coordonnent, se concertent pour impulser cette politique d'intégration. Il y a aussi des financements spécifiques pour l'intégration des primo-arrivants et plus particulièrement des réfugiés. Le montant des financements a plus que doublé entre 2018 et aujourd'hui. Et ce sont aussi des crédits très spécifiques qui sont accordés notamment à l'apprentissage du français. En 2019, 28% des crédits ont été dédiés à cet apprentissage et 68% des crédits sont dédiés à l'accompagnement global, dont l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi qui constituent une priorité nationale, comme l'a rappelé Madame la directrice. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter 4 initiatives locales particulièrement intéressantes, donc à l'échelle de la région Hauts-de-France. Donc, on va vous faire 4 zooms focus sur ces initiatives particulièrement remarquables.
Donc, nous avons créé ce dispositif L. Donc, L, ça signifie accompagnement pour une intégration par le logement et l'emploi. Donc, on l'a créé dans un dispositif, dans un contexte particulier, puisque tous nos dispositifs d'hébergement, qu'il s'agisse de l'hébergement d'asile ou de l'hébergement de droit commun, étaient embolisés. De même pour le logement adapté. C'est vrai qu'avec la création des CAO et l'augmentation des places d'HUDA, on a eu une augmentation très importante du public isolé, alors qu'on était plutôt, nous, sur un public famille. Donc, très vite, on a eu des difficultés pour capter des logements pour faire sortir les isolés des CADA, des HUDA. On a donc décidé de créer une équipe, un dispositif mobile, une équipe pluridisciplinaire qui va être composée d'un CIP, de travailleurs sociaux et de formateurs FLE, qui vont permettre d'offrir un accompagnement sur tous les volets de l'intégration et d'offrir un accompagnement aux personnes à quelque endroit qu'ils se trouvent. C'est-à-dire que les personnes soient en hébergement de droit commun ou en hébergement d'asile ou sur le logement adapté, on offre un accompagnement adapté à leurs problématiques de manière à fluidifier l'ensemble de nos dispositifs et d'offrir une intégration sur tous les volets à ces personnes. C'est au-delà de l'accompagnement qu'on va proposer, c'est aussi on a demandé au dispositif de nous aider dans la coordination des acteurs. On a sur le BOP 104 des petits opérateurs et on avait besoin de coordonner leurs actions et notamment de coordonner l'action des formateurs FLE. Notamment, donc, le dispositif a mis en place des groupes de travail avec tous ces opérateurs pour les outiller, pour les former et construire des parcours coordonnés pour tous ces publics. Donc le dispositif, elle, intervient régulièrement à nos côtés dans le déploiement des actions qu'on peut mettre en œuvre et ça nous permet également d'avoir un retour sur les besoins des publics qui sont issus des CADA, des HUDA. Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est donc on a demandé à elle de participer par exemple à la mise en œuvre du PIAL et un partenariat s'est noué avec la mission locale. Donc la mission locale avait besoin d'être outillée pour accueillir ces publics, notamment les jeunes primo-arrivants, et inversement la mission locale a formé le dispositif elle sur l'accès à la formation des jeunes. Donc c'est un dispositif qui se met en place, hein, il est pas très vieux et la création du partenariat se fait petit à petit. Donc, comme cela a été souligné, le département, en tout cas l'État dans l'Aisne, a conclu entre les mois de mai et octobre 2019 7 contrats territoriaux d'accueil et d'intégration, ce qui en fait effectivement le premier département de la région des Hauts-de-France en la matière. Ces contrats sont des contrats pluriannuels qui prendront fin le 31 décembre 2021 et qui ont été conclus, comme vous le voyez pour ceux qui ont accès à la carte qui est projetée, qui ont été conclus avec des communes de toute taille finalement et qui sont réparties d'un point de vue géographique de façon assez équilibrée, puisque ces contrats ont été conclus avec 2 communes importantes à l'échelle du département de l'Aisne, avec le chef-lieu du département, la commune de Laon, également avec le chef-lieu de l'arrondissement de Soissons, donc des communes entre 25 000 et 30 000 habitants, avec une commune d'un peu moins de 10 000 habitants, la commune d'Hirson, en Thiérache, donc tout au nord du département, et puis avec 4 autres communes qui comptent entre 2 000 et 3 000 habitants, Sissonne, Pinon, Anizy-le-Grand et Saume-sur-Marne. Et ce qu'on peut d'ores et déjà signaler, c'est que ces communes, les dernières communes que je viens de citer, sont généralement des communes dans lesquelles sont implantés des centres d'hébergement. Et ce n'est pas neutre et c'est aussi, je pense, ce qui a facilité nos travaux pour contractualiser avec ces territoires.
Alors, les intérêts de la contractualisation ont déjà été rappelés, ils sont assez évidents. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que la mise en place d'une politique publique efficace qui a des impacts concrets sur la vie des gens ne peut se faire qu'en lien avec des collectivités locales. Ici, nous nous sommes engagés dans l'Aisne de façon assez active en matière de contractualisation, c'est qu'il nous a semblé nécessaire, en plus, au-delà de la gouvernance qui est mise en place au niveau départemental et qui permet de réunir un grand nombre d'acteurs, il nous a semblé nécessaire de combler certains interstices, d'aller un peu au-delà finalement des actions que nous pouvions mener en faveur de l'acquisition de la langue française, de l'accès à l'emploi, la formation professionnelle, de l'accès au logement, ce qui fonctionne assez bien grâce au plan départemental dont nous sommes dotés. Mais il nous semblait que si on souhaitait véritablement tisser une politique d'intégration, faciliter la mise en relation, que cela ne pouvait se faire qu'en passant par des associations locales, par des collectivités territoriales et notamment mettant en place des actions permettant de mixer, si vous me permettez cette expression, de mixer les publics et de permettre à des gens qui normalement n'en auraient pas l'opportunité de se rencontrer grâce notamment à des activités culturelles ou sportives. Et donc ces contrats conclus avec les collectivités territoriales nous permettent précisément cela, de faciliter la mise à disposition de matériel nécessaire par exemple à l'apprentissage de la langue française. Donc ça va se faire au travers de la mise à disposition par exemple de salles municipales comme le commune des Saules, favoriser l'accès à la culture en incitant les étrangers primo-arrivants à fréquenter des bibliothèques, des médiathèques. C'est notamment une initiative qui a été menée à Sissonne et je salue le maire de Sissonne qui, sauf erreur de ma part, est également connecté ce matin et qui est très actif en la matière. Au sein du CCAS d'Hirson, autre commune extrêmement dynamique sur ce sujet, toute une série d'ateliers ont été mis en place, d'ateliers de cuisine qui remportent un très grand succès et qui permettent aux habitants d'Hirson de découvrir, enfin de partager des recettes de cuisine de tirage avec les recettes de cuisine de primo-arrivants qui sont installés dans le secteur, avec des discussions aussi organisées autour de thé, par exemple, de chantiers, d'ateliers, musique, théâtre. Donc, la culture, évidemment, est une passerelle incroyable pour permettre cette mise en relation. Et donc, on peut mettre en place ce type de projet précisément grâce aux collectivités, grâce à leur implantation et à leur lien avec les associations locales. Et puis, ces contrats permettent également de favoriser l'accès au sport et de favoriser les échanges sportifs. Et on sait que là aussi, en la matière, beaucoup de choses peuvent être réalisées, permettre de faire évoluer le regard. Et nous avons eu la chance l'année dernière, par exemple, de procéder à des matchs de football qui ont remporté un très grand succès entre des équipes de primo-arrivants et des équipes de football féminines, par exemple, ou entre le FC Lan et là aussi des équipes d'étrangers primo-arrivants hébergés au sein d'un centre Coalia. Voilà ce que je peux en dire d'un point de vue assez descriptif. Si on essaye d'aller au-delà avec la petite année de recul que nous avons, je pense que les leviers qui nous ont été utiles, les leviers de conviction des élus sur un sujet qui est quand même assez sensible politiquement, a fortiori dans un contexte qui était un contexte élections municipales en 2019. Je pense qu'évidemment, il y a une équation personnelle qu'il ne faut pas écarter. Certains maires sont plus convaincus de la nécessité de mener des actions de cette nature et donc il a été plus simple de les approcher. Pour les communes dans lesquelles étaient implantés des centres d'hébergement, je pense que les élus y ont vu aussi une façon de renforcer l'acceptabilité finalement de ces centres au sein de leur commune ou de leur village. Et puis, il ne faut pas nier qu'il y a aussi un argument financier qui a pu entrer en ligne de compte puisque des crédits existent pour faciliter cette contractualisation. En 2019, ce sont 105 707 € dont ont pu bénéficier les communes concernées et en 2020, 52 000 €. Et comme justement les actions mises en œuvre ont pour objet de mettre en relation des publics, finalement, ce sont des actions qui peuvent aussi bénéficier, et c'est tout l'enjeu, aux habitants de ces communes, et donc les élus peuvent aussi y trouver leur intérêt. Voilà ce que je peux en dire à ce stade. Et s'agissant de nos perspectives pour la fin de cette année 2020 et les mois à venir, évidemment, notre souhait est d'aller encore plus loin, de renforcer les partenariats avec d'autres communes, maintenant que nous sommes sortis de ce contexte d'élection municipale, donc en retravaillant sur d'autres communes chefs-lieux d'arrondissement, telles que Châteauneuf
Château-Thierry en particulier, ou d'autres communes de l'arrondissement de Laon, Tergnier, Chauny, voilà. Et puis l'idée a également émergé de contractualiser avec le conseil régional et le conseil départemental, précisément pour faciliter l'accès à des dispositifs de droit commun pour les étrangers primo-arrivants du département. Encore une fois, les collectivités, pour s'inscrire dans la signature de ces contrats territoriaux, je pense qu'il y a vraiment la volonté politique qui est l'élément primordial. Sans élus, sans maires convaincus de la nécessité de travailler cette question, d'embrasser la question du vivre ensemble, on n'aboutit pas. Donc vraiment, il y a cette volonté politique qui est pour moi le critère premier de réussite. S'agissant des points forts de ces contrats, ce que je leur reconnais comme qualité, c'est leur grande souplesse, en fait. C'est-à-dire que ce sont des contrats qui contiennent différents axes, différentes pistes de travail, mais dès lors que les actions qui vont être menées garantissent la mixité et garantissent que soient véhiculés des discours qui sont en lien, qui sont conformes aux valeurs de la République, ensuite le champ est assez large d'actions qu'on peut déployer. Et je pense que pour les collectivités, pour les associations, cette souplesse est appréciée. Effectivement, on va vous présenter le dispositif d'accompagnement vers et dans le logement des réfugiés, alors qui s'appuie depuis 3 ans maintenant sur un appel à projet annuel, donc, et sur une volonté forte au niveau de la DDCS d'intégrer le public des réfugiés dans ce qu'on appelle les publics prioritaires du plan, du PDH-LPD. Voilà, donc je passe très très vite la parole à Monsieur Arizi qui gère directement ce sujet et qui est avec de multiples partenaires dans le suivi de cet accompagnement. Bonjour à tous. Alors effectivement, un accompagnement social particulier pour les bénéficiaires d'une protection internationale en réponse aux difficultés, aux freins qu'ils peuvent rencontrer, parmi lesquels des problématiques d'ordre médical, la barrière de la langue, la complexité dans l'ouverture des droits, la question des ressources, de l'emploi, etc. Donc un accompagnement spécifique qui est porté par des opérateurs qui ont à la fois la connaissance du public, des acteurs, des circuits et des dispositifs à la fois de droit commun et de l'intégration. Sur la question des circuits, d'ailleurs, on tient à saluer l'excellent partenariat et à remercier l'excellent partenariat avec les services de la CAF et de la CEPAM dans le département du Nord, avec qui on a mis en place dès 2015 et l'accueil des premiers réinstallés dans le département du Nord, un circuit spécifique dédié à ce public qui permet aujourd'hui de débloquer très rapidement les droits auxquels ces publics peuvent prétendre. Donc l'objectif de cet accompagnement vise également à parvenir à présenter des demandes de logement qui soient matures et qui apportent des garanties suffisantes à la fois pour les bailleurs publics et privés. Parce qu'effectivement, dans ce dispositif d'accompagnement vers et dans le logement, on n'est pas seulement sur le contingent préfectoral et des logements sociaux, on est aussi pas mal sur des logements privés. Et c'est les opérateurs qui portent ce dispositif qui apportent ces garanties auprès des bailleurs dans le cadre de leur accompagnement. Donc l'intervention, elle se fait auprès des réfugiés qui ne disposent pas d'hébergement, qui sont chez des tiers, mais également auprès des réfugiés qui sont peut-être déjà relogés, mais pour lesquels le bailleur, un partenaire, à un moment donné, a décelé une difficulté, une problématique qui peut mettre en péril le maintien dans le logement. Donc on est vraiment sur un accompagnement large. Cet accompagnement, il peut aussi se faire en appui des partenaires qui accompagnent peut-être déjà ces publics, mais qui, sur certains aspects de l'accompagnement, peuvent
se sentir dépassés par la complexité de certaines démarches. Donc, de 6 opérateurs en 2018, nous sommes passés à 11 opérateurs cette année, en 2020, répartis sur les 5 arrondissements, avec un souci, une volonté forte au niveau des services de l'État de s'assurer d'un équilibre territorial dans le relogement des publics. Donc, ça passe par un lien étroit entre les services de la DCS et les sous-préfectures, en particulier au niveau local. Donc, une instance, à côté de ça, également vous dire qu'une instance de suivi se réunit tous les mois. Cette instance ne vient pas se substituer aux instances existantes du relogement, mais elle vise à échanger sur les situations complexes, identifier les freins dans l'atteinte des objectifs et lever ces freins avec l'ensemble des partenaires qui composent cette instance. Voilà. Et puis, pour finir, simplement vous dire qu'au niveau des chiffres, on est depuis l'année 2018 sur 1269 bénéficiaires, 457 logements captés, 723 réfugiés relogés, avec un petit ralentissement cette année dû à la crise Covid, mais qui est en phase d'être rattrapé sur cette fin d'année. En tout cas, sur la question du relogement des publics prioritaires du plan, ce retard, il y a eu une accélération des relogements qui a été opérée depuis la fin du confinement, et on espère d'ici la fin de l'année pouvoir rattraper entre guillemets le retard. Donc effectivement, le projet, alors c'est Proméo Coalia SJT Auto-École, qui a vu le jour en novembre 2019 maintenant. Donc c'est un parcours totalement avec du français, une formation professionnelle, des stages, un accompagnement global et normalement une mise à l'emploi. Donc les personnes ont commencé effectivement par 350 heures de français. On fait la formation professionnalisante de janvier à normalement au mois de mai, avec le stage au mois d'avril. Stage au mois d'avril, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu avoir lieu, cause Covid. Donc le stage a eu lieu finalement actuellement, du mois d'août au mois de septembre, pendant 6 semaines. Mais le Covid nous a posé problème, bon, comme à beaucoup de monde, parce qu'effectivement, de ce fait-là, les BPI, malheureusement, sont restés confinés. Et donc, le français, ils n'ont pas parlé. Donc, le niveau de français à la fin du Covid s'est fortement détérioré, ce qui a posé problème pour passer le code de la route, ce qui a posé problème pour obtenir leur CQPM, et qui pose problème actuellement dans l'entreprise. Mais en même temps, sur 12 personnes au départ, nous en avons toujours 10, 9 réellement dans ce dispositif et un 10e qui a été placé en chantier d'insertion, car il n'avait vraiment pas suffisamment de capacité pour continuer ce dispositif. Donc, dans l'ensemble, avec tous les intervenants et tous les partenaires, nous pensons que c'est un bon principe. 12 personnes au départ, 9 personnes à l'arrivée. Ils sont tous actuellement en stage. Et donc, nous travaillons actuellement sur la mise à l'emploi et sur un logement. Nous avons également un partenariat avec l'OPAC de l'Oise. Vu ces points positifs, nous avons engagé la deuxième vague, également 12 personnes, cette fois-ci sur Crépy-en-Valois-Senlis, pour les métiers de la logistique. Et nous sommes en train de tenter de trouver des financements, ce qui est toujours le plus compliqué pour ce genre de projet, avec notamment le FAMI pour 2021. Où nous faisons un appel au ministère pour continuer à pouvoir faire ce genre de projet.
Donc, pour information, ce projet coûte 12 700 € par personne pour un an. Mais cela permet le FLE, l'accompagnement, la formation, le code, la conduite pour ceux qui obtiennent le code. Et on espère bien un emploi et un logement. Donc ça, c'est pour la troisième vague. Et dans le même genre d'idée, on fait la même chose. On commence début octobre, cette fois-ci dans le milieu du cheval. Là aussi, les financements, le budget n'est pas totalement bouclé, mais on commence. Donc dans le milieu du cheval avec la FASEC pour devenir LAD. On va faire ça pour 10 BPI avec un contrat d'intégration territoriale avec la ville de Chantilly, comme l'a dit tout à l'heure Charlotte. Voilà pour les différents projets de l'Oise à disposition si vous voulez poser des questions. Pour ne pas perdre de temps, je vais directement aller d'abord au constat, donc aux points qui ont été considérés comme positifs, hein, donc cités comme force. Donc, dans un premier temps, c'est la richesse associative dans le champ de l'apprentissage du français et des formations linguistiques qui a été mise en valeur et qui a permis aussi de mettre en lumière la diversité des réponses apportées sur la région. Donc des formations soit prescrites dans le cadre du CIR, mais également des dispositifs spécifiques et voire même dans le cadre d'ateliers socio-linguistiques. Il y a eu aussi la mise en lumière d'initiatives concertées complémentaires qui concernent à la fois le logement, l'emploi, la langue et la santé. Et de même que Denis le disait tout à l'heure, je laisserai le soin aux rédacteurs et rédactrices du compte-rendu de nommer spécifiquement les actions locales. Ce qui a été aussi mis en valeur, et là on peut un peu plus vous éclairer sur le sujet, c'est la cartographie, puisque sur Espace, nous avons sur le site aussi un dispositif de cartographie des points d'accès à la langue. Et donc là, vous avez une initiative menée dans le département de l'Aisne, qui a été citée en exemple. Ce qui a été aussi, ce qui est apprécié et valorisé, c'est le fait que l'action du français langue étrangère est maintenant une visée professionnelle. Et le lien avec les acteurs du champ de l'insertion professionnelle et de la formation professionnelle est vraiment apprécié, valorisé et peut même faciliter la démarche d'appropriation de la langue française. Alors sur la formation linguistique, ce qui a été aussi cité par les acteurs et actrices, c'est le lien de confiance que cela favorise entre le primo-arrivant et les professionnels, soit de la formation, soit du travail social. Et ça peut constituer un premier pas de la socialisation des primo-arrivants, hein, puisque le contexte, c'est bien le contrat d'intégration républicaine. Et donc, on le voit bien avec la formation civique menée par l'OFI, il y a bien la volonté de favoriser l'autonomie des primo-arrivants dans l'espace, sur le territoire national. Et donc, la formation linguistique peut être une continuité de cette formation civique. Alors, les opportunités, eh bien, on a notamment, et ça a été déjà cité, salué la motivation des primo-arrivants dans le parcours d'intégration tel qu'il est dorénavant proposé. Par contre, le petit bémol, c'est de dire que lorsque l'apprentissage se déroule seulement dans le formation langue étrangère, français langue étrangère simple, c'est peut-être moins suivi, moins attractif pour les primo-arrivants. Alors, l'outil de l'apprentissage de la langue sur le lieu de formation ou de l'emploi, c'est vraiment facilitateur. L'apprentissage pur et dur, c'est
ça ne va pas forcément avoir le même impact que si la langue française est apprise en même temps qu'un métier, en même temps que l'acquisition de compétences strictement professionnelles. Alors, sur les aspects négatifs, enfin, les faiblesses précisées par les participants et participantes, il y a d'abord la disponibilité et du coup, le manque de disponibilité des places en formation. Il y a quelquefois le manque de lien entre les acteurs constatés. Donc là, il y a une réflexion territoriale à avoir. La sécurisation du parcours après les heures CIR devrait être envisagée pour aller vers un dispositif plus adapté. Donc d'aucuns ont regretté qu'il n'y ait pas vraiment un accompagnement structuré après, à la sortie du CIR, mais nous avons eu un exemple d'une action menée sur l'un de vos départements qui permet de poursuivre l'apprentissage du français grâce à l'intervention d'opérateurs de droit commun. Alors ensuite, sur les faiblesses, oui, il y a quand même eu la difficulté d'obtenir des prestations en matière de traduction. Ça a été évoqué. Et enfin, je vais venir sur les menaces, ce qui peut vraiment mettre en échec un parcours de formation linguistique. Eh bien, c'est d'abord la non-adéquation de l'offre de formation linguistique aux personnes non lectrices et non scriptrices, et donc le manque d'adaptabilité de l'offre de formation linguistique au public primo-arrivant. Il y a aussi les problèmes soit périphériques, soit vraiment intrinsèques, qui touchent vraiment la personne même du primo-arrivant. Donc les problèmes périphériques, c'est notamment le problème de garde d'enfants, de mobilité, et aussi le fait que la formation linguistique ne soit pas rémunérée et la personne primo-arrivante nouvellement installée en France aura besoin de se loger, de se nourrir, et donc ne va pas forcément être disposée à consacrer ses premières semaines, si je puis dire, enfin, ses premiers mois à une formation qui ne lui permet pas de vivre, voilà, c'est donc la prise en charge des besoins physiologiques. Et ensuite, j'évoquais des difficultés qui tiennent plus à la personne même du public primo-arrivant. Ce sont notamment les difficultés de disponibilité personnelle et psychique. Et là, la question avait été évoquée, quid des personnes primo-arrivantes qui souffrent de grosses difficultés psychologiques. Serait-il possible d'adapter le parcours de leur progression linguistique à leurs difficultés? Donc, le directeur de l'OFI, M. Belmire, a notamment pu indiquer qu'il y avait une évaluation alors qui a été faite au sein, enfin, l'évaluation linguistique du public primo-arrivant est donc confiée à un opérateur externe qui a ensuite la possibilité de transmettre aux médecins de l'OFI les éventuelles difficultés rencontrées par ce public primo-arrivant dans la signature du CIR ou dans l'accomplissement donc des prestations prévues dans le CIR. Et donc, il y a quelque part une adaptation possible et donc la prise en compte des difficultés. Alors, je conclue juste sur les préconisations, très rapidement, je vous promets. Donc, une meilleure identification de toutes les actions possibles sur le territoire, donc valorisation de la cartographie, assurer des passerelles entre les formations CIR et les autres actions, et notamment fluidifier les passages, les clarifier et les fluidifier, et enfin valoriser l'approche globale de l'accompagnement, et ça a été dit un peu par mes collègues également, donc le mieux tenir compte des besoins, des difficultés des primo-arrivants, mais aussi répondre collégialement
et de manière disciplinaire, et donc c'est de valoriser ou peut-être d'initier un système de plateforme pluridisciplinaire où tous les champs pourraient être pris en compte. Ça permet de renforcer la connaissance des acteurs qui sont sur le territoire, mais aussi, comme aujourd'hui, de connaître aussi des acteurs des autres territoires, du Grand Est, d'Occitanie ou de PACA, et des expériences qui ont été menées ailleurs et qui peuvent être aussi, pas forcément reproduites, mais qui peuvent servir d'exemple ou de connaissances de bonnes pratiques. Face à cette pénurie de compétences et de candidats demandeurs d'emploi, nous, on était dans l'incapacité de fournir un vivier pour ces entreprises. La préfecture a proposé ces profils au MEDEF pour répondre à ces besoins. Alors, bien entendu, ces candidats n'avaient pas les compétences nécessaires pour rentrer dans l'industrie. Donc, on a travaillé avec le MEDEF sur une proposition de formation, sachant que pour nous, c'était la première fois qu'on identifiait et qu'on formait ce type de profil. Et puis ensuite, on a essayé de travailler sur un parcours d'intégration qui permettait d'amener au niveau nécessaire les candidats sur le français pour qu'ils puissent ensuite intégrer sur de la formation, conduite, donc le code et puis de la conduite, et puis la partie métier, pour lequel nous, on avait une expérience, soit sur les demandeurs d'emploi, mais même sur des candidats BPI qu'on avait, mais pas sur une promo complète, notamment sur des individus qui venaient sur des actions région. La difficulté restait le niveau de français et reste encore, on verra le niveau de français, mais sur le reste, je dirais qu'on est reparti pour la deuxième vague, c'est que ça s'est plutôt bien passé. C'est un dispositif d'accompagnement à visée professionnelle à destination du public primo-arrivant du Pas-de-Calais. C'est un dispositif qui vise l'inclusion sociale et également l'intégration sur le marché du travail, par exemple par la formation qualifiante. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement global. On commence par un diagnostic socio-professionnel. On propose ensuite un parcours personnalisé d'apprentissage du français avec la possibilité de faire une immersion d'entreprise de 70 heures. On va élaborer le projet professionnel. Chacun va avancer à son rythme en fonction de son niveau, en fonction de son projet professionnel. Et puis, on va mettre l'accent sur le travail d'équipe. On réfléchit à des projets, notamment sur l'autonomisation des publics avec l'outil numérique, pour leur proposer des projets pour être plus autonomes, puisque l'outil numérique, là, on l'a vu ces derniers mois, est plus qu'utile tant dans notre quotidien que dans notre avenir professionnel. L'accompagnement personnalisé, c'est vrai que ça fonctionne et c'est vraiment très enrichissant pour les bénéficiaires. Cette action s'est inscrite, l'UNSA, c'est de mobiliser et de combiner un ensemble de dispositifs pour lever simultanément l'ensemble des freins à l'intégration des jeunes réfugiés, les difficultés d'accès au logement, barrière de la langue, éloignement du marché de l'emploi. On a sélectionné, au travers de notre appel à projet, 11 opérateurs qui sont répartis sur l'ensemble du département. Et chaque demandeur est orienté vers un des 11 opérateurs qui est en charge de reloger ce public. Notre objectif, au-delà du relogement, c'est de pouvoir avoir un équilibre départemental. Cet accompagnement vient rassurer à la fois les usagers, mais il vient aussi rassurer les bailleurs sur la capacité de ces publics à accéder au logement et surtout à s'y maintenir. Au niveau des améliorations sur ce dispositif, c'est plutôt des optimisations. Donc en réalité, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est un accompagnement global qui aille au-delà de la question du logement, mais qui prenne en compte également la question de l'accès à l'emploi.
Merci surtout à tous pour votre participation active et la qualité des échanges. J'ai pu mesurer concrètement ce que de Paris nous savions déjà sur les Hauts-de-France, c'est-à-dire la qualité de la coordination entre acteurs qui est vraiment la clé d'une politique d'intégration réussie. Monsieur le préfet rappelait ce matin que la politique d'intégration parmi d'autres politiques publiques se singularise par la pluralité des acteurs. Ça peut être une richesse, comme ça a été souligné dans l'atelier, mais ça n'est une richesse qu'à la condition que les acteurs sachent bien se parler, se coordonner, se répartir le travail pour qu'il n'y ait ni doublon, ni trou dans le parcours. Et donc, la pluralité des acteurs est à la fois une richesse et un défi, et elle est une richesse si on relève le défi. Mais là, je vois que dans les Hauts-de-France, cet enjeu est particulièrement vu et particulièrement bien investi, même si, bien entendu, c'est une tâche toujours à perfectionner. Quand on a entendu dans l'atelier emploi que les démarches VAE de l'AFPA peinaient à trouver leur public, ça appelle bien sûr à plus de coordination, à plus de chaînage avec l'OFI, avec Pôle emploi qui est parfois peu au fait de ces questions de VAE. Et donc, ou pas. Et donc, cette coordination des acteurs toujours à perfectionner, mais je vois que c'est un enjeu qui est bien vu et bien pris en compte dans les Hauts-de-France. Peut-être, outre ces remerciements et cette satisfaction devant la qualité des échanges et du travail, peut-être un mot sur la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons et son impact sur les politiques de l'intégration. Il n'a échappé à personne que la crise sanitaire se double d'une crise économique et sociale qui met en fragilité les publics déjà les plus vulnérables et notamment nos publics de primo-arrivants, avec un enjeu qui est plus que jamais permettre le bon accès de ces publics aux politiques de droit commun autour duquel qui vont prendre une importance croissante. Je crois que cette crise économique et sociale va renforcer l'importance et renforcer la centralité des politiques publiques de droit commun et de leurs outils. Il est plus important que jamais que les publics primo-arrivants n'en soient pas exclus, sinon de droit, puisqu'ils ne le sont pas, du moins de fait. Et c'est encore plus important de faire, encore plus qu'avant, ce travail de ce que j'appelle le marchepied, c'est-à-dire de faire que les publics primo-arrivants puissent effectivement accéder aux politiques de droit commun. Et donc, on a l'impression qu'avec cette crise économique et sociale, nous sommes dans l'urgence, mais l'intégration, c'est une politique de moyen terme, mais j'ai envie de dire que le contexte actuel rend d'autant plus urgent le fait de faire ces politiques de moyen terme. Paradoxalement, il devient urgent de faire du moyen terme, et c'est ce à quoi la politique de l'intégration s'attache. Donc il faut, malgré les difficultés, j'invite chacun à pas perdre de vue le cap, à pas perdre de vue les objectifs, conduire les gens vers la maîtrise de la langue, vers l'emploi, vers le logement et vers l'accès aux droits. Ça ne devient pas moins important, mais plus important encore avec la crise que nous connaissons. Et c'est là que ces efforts de coordination entre acteurs vont vraiment porter tous leurs fruits et montrer toute leur importance. Donc, je remercie chacun pour sa participation au débat et aux échanges de ce matin. Puis plus largement, je remercie chacun pour sa contribution à cette politique d'intégration des primo-arrivants qui nous tient à cœur et qui est un enjeu territorial très important ici dans les Hauts-de-France, comme Monsieur le Préfet l'a rappelé en début de cet événement. Merci à tous, merci aux animateurs, merci aux participants. Donc, je comprends que les échanges se poursuivent au-delà de cette matinée. Et donc, je vous encourage bien sûr à les poursuivre. Merci beaucoup et bonne journée à tous.